19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. L'alliance stratégique signé le 26 mai dernier entre l'État du Niger et le groupe Areva est encore de tous les débats. Et l'accusation du ministre des Mines contre le collectif Sauvons le Niger dans le Sahel dimanche enflamme davantage le débat et ravive la tension. Nous ferons le point dans ce journal. Le Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert s'ouvre demain et déjà il charrie des tonnes d'espoir et aiguise les ambitions. Dans ce journal, un aperçu de tout ce qui s'y attache. Après le sommaire, les détails. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue à vous. À l'entame de ce journal, dis-je, ces débats qui s'éternisent et s'alimentent chaque jour qui passe des non-dits, de rumeurs et souvent jusqu'aux invectives. L'accord de partenariat stratégique signé le 26 mai dernier entre l'État du Niger et le groupe Areva. Dernier épisode en date, le ministre d'État Omar Hamidou Tchana qui accuse le collectif Sauvons le Niger de répandre des contre-vérités et le collectif qui s'en défend et tient à sa version mordicus. C'est un reportage signé Michel Djidji et Chebou Guissou. C'est un entretien dans lequel le ministre d'État en charge des mines a apporté un démenti catégorique aux propos du collectif Sauvons le Niger lors de son point de presse en date du mardi 3 juin dernier. Ils ont proclamé péremptoirement que le renouvellement des conventions minières Somaïr et Cominac se fera conformément à la loi minière 2006. Il faut donc relever sans embâche que cela procède tout simplement de la duperie. Car en vérité, cette loi minière 2006 en question fera l'objet de modifications pour tenir compte de tous les desiderata de Areva et sera soumise très prochainement à l'adoption à l'Assemblée nationale, le tout avant le 30 juin. Date retenue pour la signature des conventions en objet. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, que les conventions en tant que telles ne sont pas abordées. Elles ne sont pas signées. Et on a entendu certains clamer à gauche et à droite et qu'on a signé les conventions et on applaudit, tout est bon. Il ne s'agit pas de ça. Les conventions ne sont pas signées. Il y aura la convention qui va être signée, c'est la convention de Somaïr. Elle s'appelle Convention Somaïr. État du Niger Somaïr. Et ensuite, il y aura la convention État du Niger Cominac. Selon le ministre d'État Ladan Tchana, ces propos qu'il qualifie d'allégations sont contraires à la vérité et ses auteurs seront convaincus de propos mensongers, Inch'Allah, a-t-il laissé entendre, justifiant que la TVA ne peut être appliquée à des produits qui ne sont pas consommés sur le territoire national, conformément à l'universalité de ce principe fiscal. Au niveau des acteurs de ce collectif, dit souvent le Niger, les réactions ne se font pas attendre. La signature pour Somaïr et Cominac, je pense que lui-même n'a pas dit qu'il n'y aura pas de signature. Le ministre ne dit pas ça. Lui, il parle de la modification de la loi. Pour nous, c'est très clair. Maintenant, s'il dit qu'ils ne le feront pas, ça veut dire qu'ils vont, s'ils ne modifient pas la loi, ça veut dire qu'ils vont l'ignorer. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a deux solutions possibles. Tel que c'est formulé, c'est normalement, ça implique une modification de la loi. S'ils ne la modifient pas, ce qui est possible, ils peuvent ne pas la modifier, mais ils peuvent en ce moment alors l'ignorer. C'est encore plus grave. Visiblement, la communication ne passe pas entre ce collectif et le ministre des Mines, Ladan Tchana, qui a été instruit par le Conseil des ministres du vendredi passé à prendre toutes les dispositions pour la publication de cet accord au journal officiel de la République du Niger dans les meilleurs délais. La saison des pluies, elle s'installe progressivement au Niger avec, comme toujours, dans son sillage, la situation pastorale. Pour l'heure, elle ne pousse pas l'optimisme et elle n'a pas bon goût, pour dire et faire simple. Et cela au dire de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Écoutons un de ses responsables nous apporter ces détails.
préservons quand même quelques conséquences, parce que lorsque ça pousse et que c'est détruit avant que ça n'ait le temps de s'égrener, le retour de la pluie même ne va pas trouver quand même des semences pour pouvoir permettre de pousser. Donc c'est ça qui peut déjà faire en tout cas objet d'un déficit dans certaines zones. Donc ça, nous avons ça. Et globalement, pour ce qui concerne l'installation en zone pastorale, comme tout le monde sait que c'est un endroit où il y a des retards dans l'installation des pluies. C'est pas comme en zone agricole où peut-être les gens, actuellement on est à 50% de couverture en zone agricole, mais en zone pastorale on est à peu près à 10%. Donc il y a eu des pluies et les mares, certains ont pris de l'eau. Il y a eu des poussons à certains endroits, comme je l'ai dit, et il y a eu quand même un mouvement massif du bétail vers là où il y a eu la pluie pour pouvoir avoir de l'eau, et puis les nouveaux poussons, l'herbe verte, et là ils ont tout bouffé et ils risquent même de ne pas pousser lorsqu'il y aura un retour de pluie. Donc c'est ce que nous avons comme constat pour le moment en zone pastorale. Et à ce début de pluie, nous demanderons juste aux éleveurs d'être véritablement attentifs quant à l'installation des pluies. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on dit que la pluie a un endroit X et que tout le monde va là-bas, on le bouffe tout de suite. Maintenant, le retour vers d'autres zones peuvent être difficiles parce que les animaux peuvent être piégés à certains endroits. Or, comme tout le monde le sait, la saison passée a été déficitaire de l'ordre de 7 millions de tonnes de matière sèche. Ce qui veut dire qu'on est quand même en face d'une situation de déficit, donc on est avec des animaux affamés. Malgré les efforts faits par l'État et les partenaires, parce que généralement les efforts ne vont couvrir que 20% du déficit, donc les 80 autres %, c'est de la débrouillardise. Et il y a quand même ces difficultés-là, donc on est avec des animaux beaucoup maigres, et si il ne pleut pas très tôt et de manière uniforme et continue, ça risque d'avoir des conséquences sur le cheptel. En ce début de saison de pluie, lorsque les animaux tentent de bouffer de l'herbe qui n'est pas complètement dégagée du sol, souvent ils prennent ça avec du sable. Et ça a des conséquences sanitaires, ça donne des maladies, surtout sur des organismes animaux assez fragiles par la famine. Donc tout ça là, c'est des difficultés auxquelles nous nous attendons et qui ont même commencé à se faire sentir dans les zones que j'avais décrites tout à l'heure. Nous voilà édifiés. Le Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert, c'est pour demain au Palais du 29 juillet à Niamey. Et justement, en prélude à cette grande rencontre, et eu égard à tous les espoirs qui y gravitent, une de nos équipes a déjà pris ces quartiers là-bas pour nous en donner un avant-goût. Harriet Sala et Chebou Guisso ont déjà glané quelques informations et nous en parlent. Cette initiative du Niger, auquel participent 35 pays francophones, vise à promouvoir des projets sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, 200 jeunes du monde francophone venus de 35 pays se retrouvent à Niamey et durant 4 jours, donc du 10 au 13 juin, pour parler de leurs projets, pour défendre leurs projets, pour promouvoir leurs projets verts. C'est en ce sens que ce matin, une formation se tient en faveur de la jeunesse nigérienne pour qu'ils soient au même niveau d'information, pour qu'ils soient au même niveau, parce que c'est une compétition entre ces 200 jeunes. Donc il n'est pas question que la jeunesse nigérienne soit en marge, parce que des bourses seront données aux meilleurs projets. Donc pour nous, il faut nécessairement former notre jeunesse qui, pour la plupart qui viennent de l'intérieur, n'ont pas soit accès à l'internet ou qui n'ont pas d'outils informatiques pour mettre au point leurs projets. Lors de la première édition, une quinzaine de jeunes ont présenté des pertinents projets que le président de la République a pris l'engagement d'accompagner. Donc ces accompagnements aujourd'hui sont effectifs. Demain, une convention va être signée entre le ministère de la Jeunesse et ses meilleurs projets de 2012 pour en tout cas faire en sorte que le défi de faire du Niger et cette ère des emplois verts soit une réalité. Parce que bientôt nous allons nous inscrire dans les objectifs de développement durable. Pour nous, les emplois verts répondent parfaitement à ces attentes mondiales. Le Niger, pays organisateur de ce forum international, attache un intérêt particulier au projet vert.
tout projet qui contribue à protéger l'environnement. Vous savez que les problèmes de changement climatique sont aujourd'hui d'actualité, et des pays comme le Niger qui chaque année connaissent des problèmes de sécheresse, il n'est pas question que cela puisse se perpétuer. C'est pourquoi avec l'exploitation aussi de l'uranium et du pétrole maintenant, il n'était pas question de laisser ces industries-là en tout cas polluer notre pays. Donc voilà pourquoi la jeunesse va s'engager dans des projets verts qui certainement seront porteurs et aussi promoteurs d'emploi pour la jeunesse. Le forum international francophone jeunesse et emploi vert s'ouvre demain 10 juin et les jeunes venus de 35 pays francophones présenteront leurs projets verts. Nous y serons, Harrieta Sala, promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger. C'est le thème du débat auquel l'ONIMED a invité chacun de nous à en débattre hier à Alternative Espace Citoyen. Et les absents, nous dit-on, ont eu tort. Le débat était si ouvert, si fructueux, nous rapporte entre autres Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Toute la complexité de la pratique du journalisme se trouve dans le non-respect de l'éthique et de la déontologie. Et plusieurs facteurs concourent à l'abîme du métier, selon les participants au débat public. Le rôle qui est assigné, que s'assignent les journalistes, qui pour moi exercent vraiment une fonction tout à fait libérale, c'est d'informer et de bien informer. C'est d'informer et de bien informer. Donc, à mon avis, la politisation de l'œuvre journalistique est un piège pour le métier. Aujourd'hui, on assiste à une situation où la presse publique et une partie de la presse privée est domestiquée par les pouvoirs publics. Et ça s'observe à travers des comportements et même du CSC qui devrait jouer un rôle de régulation. Mais alors, comment procéder pour que le journaliste fasse bien son travail? Sans une presse libre et indépendante, il ne peut pas y avoir de démocratie. Il faut nécessairement un autre regard. Il faut nécessairement un autre son de cloche pour que la démocratie soit enracinée dans la cité. Ce qui ne veut pas dire forcément aller avoir un esprit de critique. Hein. C'est vraiment un esprit critique qu'il faut avoir. Et ce qui n'est pas mauvais, même pour les pouvoirs publics. Et surtout pour les pouvoirs publics qui ont justement besoin de ça, de cet esprit critique-là, disons pour s'améliorer. Est-ce que je vais vous donner quelques versets qui vont nous situer par rapport au rôle qui est dévolu à un journaliste. Et Dieu a dit dans un verset du Coran, et on a dit, Dieu a dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous t'avons envoyé en tant qu'informateur et communicateur pour l'intégralité, pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire sans parti pris. Je crois que si le journaliste se situe à ce niveau-là, il allait faire une erreur utile. Presse publique, presse privée, de toutes les façons, le journaliste doit être impartial et neutre dans la quête de l'information, son traitement et sa diffusion. C'est entendu, Youssouf Omar. L'année scolaire 2013-2014 tire vers sa fin, mais qu'en est-il de l'exécution d'exécution des programmes au public comme au privé? Nos reporters Assoumana China et Ibrahim Abdou sont allés aux nouvelles et nous renseignent avec force détail. Suivons-les. Pendant que l'année scolaire 2013-2014 s'achève, tout doucement, les programmes sont épuisés dans les établissements scolaires publics et l'on s'active dans les préparatifs des examens de fin d'année. Nous sommes maintenant aux révisions pour les classes de 3e. Nous allons commencer notre deuxième examen bilan, c'est-à-dire le mercredi. Pour les petites classes, on a fini déjà depuis mai les compositions. Et Inch'Allah, le 14 juin, on va appeler les parents pour leur remettre les bulletins de travail de leurs enfants. Les candidats, nous sommes toujours ensemble. Nous les gardons. Comme d'habitude, nous allons les garder jusqu'à l'approche des examens, jusqu'à une semaine des examens. Et nous les gardons en classe, nous faisons des exercices avec eux pour qu'ils restent dans le bain.
Comme l'on peut s'y attendre, dans les établissements privés, également, tout est fin prêt pour affronter les épreuves des examens de fin d'année. Également, l'heure est toute dernière révision. Par rapport à l'exécution du programme, nous avons presque fini. Nous sommes en train de mettre les dernières mains pour pouvoir vraiment mettre les élèves dans de très bonnes conditions de travail. Nous sommes en train de faire surtout des séries d'exercices. Nous collectons des sujets d'un peu partout, c'est-à-dire dans les autres établissements de la capitale, que nous traitons avec nos élèves qui sont en classe d'examen. Ce matin même, j'ai eu à travailler avec des élèves de terminale. J'ai collecté des sujets de certains établissements et que j'essaie de corriger avec eux. Donc tout est vraiment fin prêt pour que nos élèves puissent travailler dans de très bonnes conditions. Il revient donc aux différents candidats de mettre le maximum de concentration dans les révisions. Cette année, les épreuves du BPC débuteront le 24 juin et le baccalauréat le 2 juillet. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous retrouve jeudi soir si Dieu le veut et bien entendu si vous le voulez bien. Au revoir.